Antoine Rau, vous publiez La Traversée du Paradis chez Albin Michel. C'est la suite de votre roman précédent, La Danse des Vivants, pour lequel vous étiez venu dans cette émission d'ailleurs. Mais ce n'est mentionné nulle part, ni sur la couverture, ni sur le quatrième de couverture, si bien que l'on risque de l'acheter en croyant qu'on va lire un grand roman d'aventure, d'après ce que nous dit le quatrième de couverture, l'histoire d'espionnage en Russie bolchevique, alors que c'est la suite d'un autre roman qu'on n'a pas forcément lu. Vous trouvez pas ça un peu gênant de tromper les acheteurs? Non, je pense pas qu'on les trompe en fait, parce que ceux qui l'ont lu, le précédent, vont s'y retrouver. Bien sûr. Ils vont s'y retrouver comme moi au bout d'un moment, en se disant mais j'ai déjà lu cette histoire. Mais mais ceux qui ne l'ont pas lu peuvent lire parfaitement le livre en n'ayant pas lu le premier. Oui, parce qu'il y a un long résumé du premier. Un résumé dans le premier chapitre notamment. Mais comme si le premier n'avait jamais existé. Volontairement, parce que je voulais qu'on puisse le lire tel que, sans avoir lu nécessairement le premier. Après, si on aime beaucoup celui-là, on peut lire le premier, qui va d'ailleurs sortir en poche. Mais on ne saura jamais qu'il y a eu un premier, puisqu'il est mentionné parmi tous les livres du même auteur, mais il est jamais dit attention, c'était le premier avant celui-là. Parce qu'on peut le lire. Même ceux qui ont adoré La Danse des Vivants ne sauront jamais qu'il y a une suite. Ah j'espère que si, on leur dit. Parce que là, je suis en train de leur dire, mais sinon ils l'ignorent. Ah oui, heureusement que vous le dites. Alors, non, mais c'est parce qu'il peut se lire tout seul. Et c'était pour l'éditeur comme pour moi un élément important. C'est une histoire. Dès qu'on entre dans le premier chapitre, on sait où on est et on découvre cette histoire un peu complexe, c'est vrai. Oui, l'idéal est de lire les deux. Il y a un bon résumé au début. Alors évidemment, j'ai relu 3 fois le quatrième de couverture, parce que je me suis dit mais quand même, ils vont me le dire que c'est la suite. Non, ils me le disent pas, mais ils le vendent plutôt comme un roman d'espionnage en Russie bolchevique, et c'est franchement largement exagéré, puisque c'est seulement au bout de 344 pages que votre héros débarque en Russie, et il n'y fera d'ailleurs guère d'espionnage. Jusque-là, il était en Allemagne et il n'était plus espion non plus. Non, parce qu'auparavant, je décris également un autre personnage essentiel du roman qui s'appelle Tamara, qui est russe, et donc il y a 100 pages, à partir de la page 100 jusqu'à la page 200, pour être précis, à peu près, qui raconte son histoire à elle en Russie. Donc en fait, c'est quand même un roman dont la Russie est l'acteur central. Certes, mais vous comprenez bien que quand on est fâché contre le quatrième de couverture, on peut l'être encore très fâché. L'arrière-plan de cette histoire, c'est le rapprochement économique et militaire. On est en 1920, entre l'Allemagne vaincue, celle de la République de Weimar, et la Russie bolchevique. Pourquoi ça vous intéressait cela plutôt qu'autre chose, Antoine Rau? Parce qu'on passe beaucoup de temps sur cette affaire. Absolument. Oui. Parce que vous voulez dire la collaboration militaire secrète entre les Allemands et les Russes. C'est très important parce qu'en fait, si vous voulez comprendre le pacte germano-soviétique, Molotov-Ribbentrop, Hitler-Staline de 1939, tout ça est préparé. Il faut imaginer qu'en fait, ces deux parias de l'Europe, ces deux pays-là, vont s'entendre secrètement alors que leurs idéologies sont totalement opposées. L'ultranationalisme en Allemagne, le communisme en Russie, mais ils ont un intérêt très opportuniste à s'entendre, donc à construire des armes, y compris des armes chimiques. On en parle beaucoup en ce moment sur le territoire russe, et donc des avions, à former des soldats, et tout ça va servir et à l'armée rouge et à l'armée allemande, et donc plus tard à Hitler quand il va prendre le pouvoir. Donc je pense que c'est un élément de l'histoire très peu connu et important, et qui est effectivement un sujet quand même de matière à un roman d'espionnage. Le problème du roman historique, c'est que l'auteur sait pertinemment comment tout cela va finir, et pour l'Allemagne et pour la Russie. Mais les gens, eux, les protagonistes de cette histoire, ne le savaient pas. En 1920, il y avait des communistes sincères, des idéalistes, il n'y avait pas que des bourreaux assoiffés de sang, même chose en Allemagne, il y avait pas que des nazis en herbe. Donc comment on résout ce problème? En racontant l'histoire. Au fond, qu'on raconte une histoire qui se passe en 1920, ou qu'on raconte une histoire, ce que j'ai déjà fait, que je vais refaire d'ailleurs, qui se passe aujourd'hui, je pense que pour le romancier, le travail est le même. Il faut raconter au présent. Et c'est ce que j'essaye de faire. Mais raconter au présent, c'est raconter en 2018, quand on sait très bien comment tout ça va finir. Mais précisément, d'ailleurs, le fait que le personnage soit amnésique contribue à ça, c'est-à-dire qu'il regarde les choses de façon assez neutre, lui. Et j'essaye de faire avancer chacun de ces personnages sans qu'il sache. C'est-à-dire que je représente précisément des communistes qui y croient. Qui y croient dur comme... pas vu beaucoup. Si, tout de même, il y en a quelques-uns qui sont sincères. Et qui soient pas des bourreaux assoiffés de sang? Oui, les communistes, les personnages réels, historiques qui existent dans le roman, oui. Ah oui, les Zinoviev, oui. Ils y ont cru. Il y a beaucoup de gens qui y croient. Même mon personnage, quand il découvre l'idéal communiste, vous parliez tout à l'heure du christianisme, il y a beaucoup de chrétiens, par exemple, qui ont cru dans le communisme et qui sont devenus communistes. En Russie, à ce moment-là, il y avait quelqu'un qui est très célèbre, qui s'appelle Pierre Pascal,
Pascal, donc qui était un historien de la littérature russe, qui était en fait à cette époque un lieutenant de l'armée française envoyé en Russie. Il s'est converti brusquement au communisme en 1918 parce qu'il y a trouvé la matière de la chrétienté qu'il idéalisait, c'est-à-dire la fraternité entre les hommes. L'idéal communiste, ça a été un idéal de paix et de fraternité entre les hommes. La réalité, c'est une dictature totalitaire qui a été installée par Lénine. Laurent Fourquet, le christianisme n'est pas un humanisme pour vous, mais c'est pas un communisme non plus. Non, c'est pas un communisme au sens. Enfin, j'analyse le rapport de l'humanisme à la pensée de Marx dans un des chapitres du livre. Non, ça n'est pas un communisme parce que le communisme est beaucoup plus du côté de l'humanisme. Pour autant, il y a une invitation à la fraternité humaine qui existait et auquel un certain nombre de personnes, dont celle dont Pierre Pascal, dont parlait Antoine Rau, en fait, ont été sensibles dans le contexte de l'époque, ce qui peut s'expliquer. Il y a un personnage. Ça n'a pas duré longtemps en général. Il y a un personnage dans votre roman qui est un général. Il s'appelle Durand. C'est un général du 2e bureau, donc les services secrets français. Lui, c'est véritablement un extra-lucide. Il lit dans l'avenir. Il prévoit le Troisième Reich, l'Anschluss, l'invasion de la Tchécoslovaquie et de la Pologne, le pacte germano-soviétique, tout ça dès 1920. Oui. Vous n'exagérez pas un peu? Vous pensez qu'on pouvait prévoir tout ça en 1920? Alors, c'est un personnage de fiction, mais inspiré d'un personnage réel qui s'appelait Charles Dupont. Donc Durand Dupont, vous voyez, qui a été effectivement le représentant des services secrets en Allemagne et qui a écrit absolument noir sur blanc le texte que vous citez de ce roman, c'est-à-dire le moment où il prévoit tout ça. Et il l'écrit, il envoie son texte au maréchal Foch, il existe, il est dans les archives, vous pouvez le trouver comme madame, par exemple sur Gallica. Et pourquoi vous l'avez intitulé La traversée du paradis? Le paradis, parce que c'est pas l'Allemagne, c'est pas la Russie bolchevique non plus. C'est le contraire du paradis d'une certaine façon. D'une part parce que c'est un roman qui est une quête. Les personnages principaux de fiction sont en recherche, à la fois en recherche d'identité pour mon personnage principal qui va finir par savoir qui il est. C'est un amnésique de guerre. C'est un amnésique de guerre qui ne sait plus ni qui il est ni comment il s'appelle. Mais au bout de cette histoire-là, c'était vrai que j'ai pensé d'emblée et La Danse des Vivants et La Traversée du Paradis. Pour moi, ça forme un tout. En fait, à la fin de l'histoire, il sait qui il est. Il est aussi en quête d'amour et et il va choisir d'être celui qu'il est véritablement à la fin de l'histoire. Mais le paradis, c'est le paradis. Hélène Brion, qui était une communiste, parlait du paradis en formation en parlant de l'Union soviétique. Romain Rolland, cette grande lueur à l'est, etc. On a beaucoup parlé du paradis. Eux-mêmes se vendaient, les communistes, en disant chez nous, c'est le paradis. C'était la propagande. La traversée du paradis, c'est signé Antoine Rau. Il y aura peut-être un 3e tome, mais vous ne le direz pas non plus. Non, ouais. Ça vient de paraître chez Albin Michel. Je vous remercie